je le fais avec plaisir. C'est un plaisir toujours partagé. Vous êtes le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail et ancien Premier ministre du Sénégal. Alors, de 2012, où vous avez été nommé Premier ministre en passant par 2016, date de création de votre parti jusqu'à ce jour, quelle évaluation faites-vous de votre engagement politique? Écoutez, l'engagement politique en 2012, si ce n'est qu'à ce moment-là, j'accepte d'être le Premier ministre de M. Macky Sall, mais avec une condition, je ne fais pas de politique. J'arrive comme technocrate, soucieux d'apporter ma contribution au redressement du pays dans une certaine mesure, puisque vous vous souvenez, on est sorti de l'année 2011 en abordant celle de 2012 dans des difficultés financières qui étaient annoncées même par le candidat sortant. Et ça a duré jusqu'en septembre 2013. Oui. Donc vous avez eu au Sénégal un Premier ministre qui n'était pas politique, qui n'était pas un fonctionnaire. Je crois que ça par contre c'était une nouveauté. Et qui ne s'est pas engagé en politique. Vous m'avez jamais vu dans un meeting politique, oui. Donc justement, je m'évertuais simplement à faire fonctionner l'administration et à coordonner l'action du gouvernement. Justement, le banquier, le technocrate que vous êtes, est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir envie de vous tirer les cheveux pour vous dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ?» Écoutez, ce fut une belle expérience parce que au service de mon pays. J'ai donné de moi-même, de mon temps, de ce que j'avais pu acquérir comme expérience. Et j'ai eu vraiment le sentiment d'avoir travaillé pour mon pays. Je n'ai jamais cessé de travailler pour mon pays, puisque avant cela, même à la tête d'institutions bancaires, j'y étais sur la base de missions décidées par le gouvernement du Sénégal. Je termine, en 2013, donc je quitte le gouvernement et à ce moment-là, je réfléchis à ce que pourrait être ma contribution, parce que je n'étais pas venu non plus simplement pour occuper une fonction, j'étais venu pour aider mon pays et je me suis donc interrogé sur la suite que je pouvais donner à cet engagement qui est permanent chez moi. Et c'est ainsi qu'on a réfléchi à la création d'un club de réflexion qu'on a baptisé Club Travail et Vertu, un club de réflexion qui produisait à l'intention de l'ensemble des décideurs du Sénégal et même à l'intention de la communauté internationale dans une certaine mesure, qui se donnait comme champ de réflexion l'Afrique, avec une petite spécificité quand même, c'est que tous les rapports que nous produisions étaient d'abord destinés au président de la République et 15 jours après, ils étaient rendus publics. Donc ça a duré dans les faits de 2014 à 2016. Et quel usage en faisait-il? Alors, je dois dire que c'est un peu par déception. Déception née du fait qu'on constatait que les rapports étaient produits, qui avaient même parfois accusé de réception. Mais dans les faits, ça ne semblait pas vraiment créer de l'intérêt ou susciter parce que bon, il y avait souvent beaucoup de recommandations, au moins quelques-unes auraient pu être prises en compte. Et c'est peut-être à ce moment-là, et notamment avec le référendum de début 2016, que je me suis interrogé sur l'efficacité de l'engagement qui était le mien sous cette forme. C'est-à-dire d'abord au service d'un homme politique dont j'appréciais le programme, ensuite sous la forme d'une contribution intellectuelle avec d'autres, parce que dans ce club nous étions 700 membres, je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est là que la rupture a été consommée. Non, il n'y a pas, disons pas, en tout cas à mon niveau. Moi j'ai créé un parti d'opposition pour pouvoir être entendu et surtout, je considérais que le problème n'était pas tant d'avoir des alternances portant sur des changements d'hommes à la tête de l'État, mais que le vrai problème de notre pays, c'est celui de la conception que nous avons de la chose politique. Tant que nous mettrons
à la tête de l'État, mais également à la tête des communes, lorsque ce sont des élections locales qui sont concernées. Tant que nous mettrons à l'Assemblée nationale, et nous, c'est le peuple, parce que nous votons, des personnes qui sont là pour elles-mêmes, pour l'essentiel, eh bien, le Sénégal ne progressera pas. Car la décision du peuple, lorsqu'il choisit ses dirigeants, peut se traduire par une bonne ou par une malgouvernance. Il est important que notre engagement politique aille dans le sens de l'éveil des consciences des Sénégalais, donc de l'électeur, pour bien souligner qu'il y a peut-être deux formes de politique, la politique politicienne, la politique professionnelle, la politique conduite par celui qui pense à ses propres intérêts, qui recherche de l'ascension sociale, de l'enrichissement malheureusement très souvent maintenant, et la politique qui est le sacerdoce au service de son peuple et de sa population. On dit que les peuples ne se trompent jamais. C'est peut-être ceux qui sont élus qui trahissent la confiance du peuple. Bon, vous posez un débat important parce que on entend le candidat, on écoute son programme, on y est attentif. Moi qui vous parle, j'ai été dupé, et on pense qu'une fois élu, il va l'exécuter. Mais malheureusement, le vrai politicien, il sait user de toutes ces ruses, ces manigances, etc. Et donc, il faut également attirer l'attention du peuple sur l'anté-programme et la conformité entre le programme avec le vécu même du candidat qui se présente comme celui qui va régler les problèmes de pauvreté alors qu'il ne pense qu'à être sur son siège et s'enrichir à tout va. Donc c'est dans cet esprit que j'ai décidé de m'engager en politique. Il y a eu d'ailleurs une hésitation au départ parce qu'on se disait mouvement citoyen, mouvement politique. J'abhorrais la politique, hein, très sincèrement, et je me voyais mal naviguant dans ces eaux particulièrement. Fallait-il ajouter à la confusion presque 300 partis politiques au Sénégal? Ça en est trop. Écoutez, c'est vrai, ça fait beaucoup, mais il y en a combien qui fonctionnent? Vous savez, c'est facile de créer. Combien de sociétés vous avez au Sénégal? Combien fonctionnent et combien payent l'impôt? L'important, c'est que de toute façon, l'opinion publique elle-même ne s'y perd pas. Elle sait identifier les partis qui comptent et ceux qui sont là pour des raisons qu'on ne saisit pas toujours, mais qui finissent par être insignifiants. Et quel est le sentiment dominant chez vous? La fierté d'avoir servi la nation, la République, au poste de Premier ministre, ou la frustration de n'être pas allé jusqu'au bout? Écoutez, il n'y a pas eu de frustration. Car, très sincèrement, je sais, j'ai quand même étudié l'histoire du monde, j'ai étudié l'histoire de mon pays, et je sais qu'une fonction de Premier ministre, c'est une fonction où vous êtes révocable. Moi, je me suis engagé avec d'ailleurs ce sentiment fort. En connaissance de cause. En connaissance de cause. Oui. Et vous pouvez interroger mes collaborateurs, c'était la grande vitesse. La grande vitesse, pourquoi? Parce que je savais qu'on n'allait pas durer. Donc on a mis les bouchées doubles, on a fait ce qu'on a pu, et il n'y a jamais eu de frustration, parce que j'attendais ce moment, il est venu, et d'ailleurs, c'est un moment de remerciement plutôt que de pleurs. J'ai remercié le président de la République de la confiance qu'il avait placée en moi, et j'ai décidé à ce moment-là de continuer à l'aider en partie par une réflexion autour de laquelle plusieurs compatriotes s'engageaient. Aujourd'hui, le poste de Premier ministre a été supprimé. Ça fait 2 ans dans l'optique, dit-on, de plus d'efficacité dans la conduite des affaires publiques. Alors, ce fast-track tant chanté a-t-il été au rendez-vous, selon vous? Il n'est pas au rendez-vous et il ne sera pas au rendez-vous. Et vous fondez sur quoi? Écoutez, très sincèrement, moi j'ai été Premier ministre, hein, j'ai eu l'expérience, mais pas un Premier ministre béni oui-oui, pas quelqu'un qui se contente d'appuyer sur des boutons, d'être aux ordres, non. Vous avez voulu installer une dualité au sommet de l'État, c'est ça? Pas une dualité. La dualité, elle n'existe pas. Vous avez un président de la République qui définit la politique de la nation. Son programme était clair, au début c'était Lyonou Yokkete, il l'a fait évoluer par le PSE, on était encore là, et c'est lui qui définit la politique de la nation. Maintenant, cette politique, elle doit être exécutée. Elle doit être exécutée par un gouvernement qui était dirigé par
par un Premier ministre. Je crois très sincèrement que la suppression du poste de Premier ministre répond à d'autres impératifs. Un gouvernement dirigé par un Premier ministre, que vous bouleversiez cette structure pour laisser à la tête, encore comme dans une fonction de coordonnateur, le même personnage que celui qui était là quand ça ne marchait pas, ou quand vous dites que ça ne marche pas, il y a un problème. D'une manière générale, il faut quand même que les observateurs politiques de notre pays, vous en êtes, vous les journalistes, retrouvent dans la culture d'État du président Macky Sall les constantes. Le président Macky Sall ne peut pas souffrir l'existence d'un second. Et pourquoi? C'est un fait. C'est sa nature. C'est sa nature. Il a une conception vraiment dictatoriale de l'exercice du pouvoir. Vous allez très fort là. Et à tous les niveaux. Ça veut dire que dans son parti, quel numéro 2? Quel numéro 2 de l'APR? Vous le connaissez? Il veut tout le temps créer le vide autour de lui. Il y avait un numéro 2 au niveau du gouvernement, de l'exécutif. Il l'a enlevé. Il y avait même un numéro 2 après des élections qu'il a organisées à sa façon. Il l'a enlevé, il l'a pris avec lui. Donc c'est quelqu'un qui ne supporte pas la présence d'un numéro 2. Alors, il y a sans doute une paire de personnalités, de vécu profond, une question psychologique peut-être, mais il y a aussi une part de stratégie politique. En l'absence de numéro 2, vous devenez indispensable. C'est ça l'objectif. Et c'est ce que j'appelle le scénario à la Ouattara, à la Alassane Ouattara. Voilà, celui qui doit me remplacer. Ah, il décède, il n'y a plus personne, il n'y a pas de numéro 2, donc c'est moi qui rempile. Et il faut percevoir dans la logique politique, au-delà de la question psychologique, en tout cas qui va puiser des justifications, je crois, jusque dans une enfance, il faut percevoir une volonté de ne pas lâcher le pouvoir. Alors, de ne pas lâcher le pouvoir, ça ne veut pas seulement dire se maintenir, c'est s'arranger en tout cas pour continuer à contrôler quoi qu'il arrive, qu'il y ait un troisième mandat ou pas d'ailleurs. Ah oui? Donc vous pensez que le président Macky Sall s'accommode mal d'un second? Ah oui, c'est je ne le pense pas, je le constate. Trouvez-moi un second qu'il a laissé en place. Ça n'existe pas. Il ne peut pas souffrir ça. Oui, il veut tout le temps installer le vide autour de sa personne. Absolument. Oui. C'est une stratégie, encore une fois, avec des ressorts psychologiques et des justifications politiques. Le président Macky Sall, vous l'avez connu, vous l'avez même pratiqué, comme on dit de manière triviale. Est-il aujourd'hui un homme seul? Il a construit sa solitude et il le sera de plus en plus. Car, là encore, je me permets de faire une comparaison avec ma conception du management. Bon, management privé d'abord et également d'ailleurs management public. On ne peut pas travailler seul. On ne peut obtenir des résultats qu'en équipe. Personne ne doit penser le contraire. C'est pas possible. Vous êtes obligé d'avoir autour de vous des gens de qualité. Mais c'est lui qui a été élu. À l'heure du bilan, il sera le seul à se mettre devant les Sénégalais. Très juste, très juste. Mais c'est notre devoir de lui dire, mais attention, vous allez au mur. Et on l'a fait, et on le dit, et c'est le rôle d'un opposant. C'est notre rôle de lui dire, vous ne pouvez pas diriger ce pays comme vous le faites, en voyageant régulièrement, heureusement d'ailleurs, heureusement, surtout pas, la Covid est arrivée, et puis bon, il y a un peu moins de déplacements. Vous ne pouvez pas être directement le superviseur de l'équipe gouvernementale, en même temps être absent, vous occuper de conception de la politique au Sénégal, être dans la politique politicienne de tous les jours, c'est pas possible. Moi je vous dis très sincèrement, j'ai vu l'État fonctionner, il est impossible à Macky Sall de diriger ce pays et de faire fonctionner un gouvernement tout seul.
C'est pas possible. Y a-t-il nécessité aujourd'hui de restaurer le poste de Premier ministre? Ça ferait un grand bien à notre pays. Parce que ce fast-track, moi je ne le vois nulle part. Nulle part. C'est vrai, l'épidémie est arrivée, la pandémie est arrivée, les choses se sont ralenties, tout est à... presque quand c'est pas arrêté, c'est très ralenti, mais en quoi avons-nous vu les choses s'accélérer? Peut-être le TER? Je ne sais pas. Oui. Ils disent que les finances publiques sont assainies, les agrégats macroéconomiques sont au vert. C'est des indicateurs, non? Attention, je crois qu'on ne parle peut-être pas du même Sénégal. Les finances publiques, je vous signale quand même qu'il y a eu doublement du déficit par rapport au PIB l'année dernière. Et on ne prévoit pas d'amélioration dans l'immédiat. On est totalement en dehors de ce qui avait été prévu dans le cadre de l'instrument de coordination des politiques économiques avec le Fonds monétaire international. Là encore, la raison est là, la Covid, la bonne raison, mais nous avions écrit en disant c'est impossible. C'est impossible de faire passer un taux de prélèvement fiscal de 16,5% à 19% en 2 ans, 3 ans. C'est pas possible. Autant de choses que nous avions soulignées à l'époque. Les taux de croissance qui sont annoncés, nous, au niveau de notre parti, nous passons notre temps à les dénoncer. Tout comme d'ailleurs Idrissa Seck à l'époque. C'est pas possible. Quand ils sont basés notamment, effectivement, ils sont obligés de rechercher des justifications. Il y a une croissance de 6%, une croissance de 7%. Personne ne la vit. Et vous êtes obligés à ce moment-là d'inventer et de mentir sur les statistiques. On nous promet un taux de croissance à 2 chiffres, notamment pour 2023. Mais c'est pas possible. Je ne vois pas les fondamentaux qui sont corrigés, je ne vois pas non plus les fondements qui sont jetés pour permettre d'atteindre un tel niveau de croissance. Et d'ailleurs, lisez le dernier rapport de la Société financière internationale. C'est vrai, de manière très diplomatique, ce sont quand même des institutions internationales. Et bon, il y a une bonne croissance parce que c'est le taux affiché par l'État, mais on est obligé de constater, 1, qu'il ne fait pas reculer le chômage, 2, qu'il ne permet pas de faire reculer la pauvreté. À quoi sert cette croissance? Ça veut dire que si elle existe, c'est une croissance qui enrichit des milliardaires qu'il crée. Ça existe, parce que les scandales, on en vit tous les jours. Ou alors qu'elle n'existe pas. Il y a deux possibilités. On vous accuse constamment de jouer le prophète des malheurs. En chaque début d'année, vous prédisez le pire pour l'économie du Sénégal. Vous répondez quoi? Écoutez, mon premier métier, c'est la prévision économique. J'étais économiste principal à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au sein de la division de la prévision, que j'ai fini par diriger. Donc, il est normal, quand on termine une année, que je me mette à réfléchir sur celle qui vient. Et malheureusement, pour le Sénégal, ça n'est jamais réjouissant. Et je n'ai pas encore été démenti. Dans mon dernier discours, j'attire l'attention sur la morosité économique, sur les difficultés économiques, et je prédis, je l'ai fait, je prédis le soulèvement de la jeunesse. Mais simplement parce que vous avez vu venir. Je fais l'effort d'analyse. Vous savez, le drame des gouvernements africains d'une manière générale, hein, et évidemment du Sénégal également, que le renseignement, il ne sert qu'à espionner les opposants. Bon, de temps en temps, c'est vrai, on sort un islamiste qui pourrait gêner la stabilité de notre pays, mais on a besoin de structures d'intelligence et qui sont dans la prévision, qui sont dans l'élaboration de scénarios, et pour chaque scénario, qui doivent prévoir les attitudes à avoir en face de tels scénarios. C'est totalement absent de la... Même nous, dans notre parti, nous avons un secrétariat national qui analyse la géopolitique et fait l'effort d'anticipation.
Il faut faire un bon usage de nos services de renseignement. Ah oui. Nos services de renseignement, très sincèrement, pour l'essentiel, hein, moi j'ai l'impression, je ne peux pas dire ce que j'ai vécu, c'est vrai, mais je suis tenu par le devoir de réserve, mais il n'y a pas cette capacité d'analyse, cette volonté d'analyse, ce souci de prendre en compte certaines décisions, non pas parce qu'ils vont dans le sens du désir du chef de l'État, mais elles doivent être analysées au regard des conséquences qu'elles peuvent engendrer. Je vais vous regarder cet exemple. Comment pouvez-vous persuader un Sénégalais aujourd'hui que Macky Sall n'a pas mis en œuvre une stratégie de liquidation des opposants par l'utilisation de la justice ou par l'utilisation de la transhumance et donc de l'achat de la conscience des opposants? Parce qu'à chaque fois, il y a un poste. Vous lui donnez trop de pouvoir, Macky Sall. Mais ce sont les siens. D'abord, relisez notre constitution, on a un problème. Nous, ce que nous considérons comme prioritaire au niveau de mon parti, hein, ce que nous considérons comme et nous le partageons d'ailleurs avec Mamadou Lamine Diallo de Tekki, et nous le partagions à l'époque avec Idrissa Seck, ce que nous considérons, c'est qu'il faut réformer les institutions de ce pays et revenir à une démocratie respectant la séparation des pouvoirs. Et penser à assainir les mœurs politiques aussi. Absolument. Au lieu de tout mettre sur le dos de Macky Sall. Ça vient après. Ça vient tout de suite après. Bon. Et ça vient avec le choix des hommes et des femmes. Et ça vient avec le vote des Sénégalais. Ça vient après l'éveil des consciences dont on parlait tout à l'heure et qui motive personnellement mon engagement politique. Et Idrissa Seck, ça fait 2 reprises que vous citez son nom en rappelant les combats que vous avez eu à mener ensemble. Le fait qu'il soit devenu du Mburok Sow aujourd'hui, est-ce que cela vous gêne? Ça me sidère. Hein. Je dois dire que je ne suis pas allé spontanément vers... mon parti n'est pas allé spontanément vers Idrissa Seck. Non, on a d'abord mis en place, on a décidé de ne pas faire un choix subjectif et de faire reposer ce choix sur une procédure. Une procédure qui a été la suivante. Voilà ce que nous estimons comme indispensable et nécessaire pour notre pays, notamment le retour à un équilibre des pouvoirs, à l'existence de contre-pouvoirs réels, et on a fait une série de recommandations allant dans ce sens. Et nous avons consulté les 4 candidats, c'est Idrissa Seck qui est allé le plus loin dans son accord de nos propositions, et c'est pourquoi nous l'avons